Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous êtes ici à la table ronde L'espace d'un thé, jardin et pavillon de thé japonais d'hier et d'aujourd'hui. Nos intervenants aujourd'hui seront Cluzel Jean-Sébastien, maître de conférence à la Sorbonne Université, et en duplex du Japon, Nishida Masatsugu, professeur à l'Université des Arts et Techniques de Kyoto, et Yagasaki Zentaro, professeur à l'Université d'électrocommunication d'Osaka. Vous pourrez également retrouver un débat des intervenants dans la revue Perspective de l'INHA. Je laisse la parole à Monsieur Cluzel. Bonjour à tous. Alors, nos collègues au Japon ne sont pas encore connectés. Donc, je vais commencer cette présentation tout seul et je pense qu'ils vont nous rattraper en route. Donc, avant donc, de leur donner la parole, je vais résumer en quelques mots, et en quelques mots seulement, l'épopée sur près de 4 siècles de la culture du thé japonais, mais en Occident. Alors, le premier témoignage sur les coutumes japonaises autour du thé est celui d'un capitaine de navire, un certain Georges Alvarez, dans une relation, c'est-à-dire une lettre, qu'il rédige en 1547 à la demande de François Xavier. Et voici ce qu'il écrit. « Ils, les Japonais, mangent par terre comme les morts et avec des baguettes comme les Chinois. Chaque personne mange dans une gamelle de porcelaine peinte et des pots de bois peints, noirs à l'extérieur et rouges à l'intérieur, où ils ont leur mets. Ils boivent en été de l'orgeat chaud et en hiver une infusion d'herbes dont je n'ai pu savoir ce que c'était. Ils ne boivent jamais d'eau froide, ni en hiver, ni en eau chaude. » Alors ça, c'est le tout premier témoignage donc, sur le thé japonais en Europe. Et quelques années plus tard, on a un deuxième témoignage qui est celui du jésuite Alessandro Valignano, donc, qui ajoute quelques précisions sur la manière dont les Japonais boivent du thé, donc dans un ouvrage qu'il rédige, un ouvrage intitulé Summario de las cosas del Japón, et qui est publié en 1592, enfin en 1583, puis augmenté en 1592, et voici ce qu'il écrit. « Il faut savoir que c'est une habitude, comme à tout le Japon, de prendre une boisson faite d'eau chaude et de quelques pincées d'une herbe appelée cha, c'est-à-dire thé, dont on fait grand cas chez eux. Les seigneurs ont à leur demeure un endroit spécial où ils préparent cette boisson, et comme l'eau chaude s'appelle yu et cette herbe cha, ils ont appelé l'endroit prévu à cela cha no yu. Donc le cha, le thé, l'eau yu, la pièce du thé, cha no yu. Un siècle plus tard, encore, un médecin de la Compagnie des Indes néerlandaises, Engelbert Kaempfer, présente dans un ouvrage qu'il va qu'il va publier, donc un ouvrage posthume qui va être publié en 1727. Il présente le thé vert du Japon et il révèle les fondements de la voie du thé. Alors, en soulignant dans cette pratique, bien sûr, l'importance des enseignements de Daruma, que vous voyez, c'est le personnage que vous voyez au centre, donc qui est le fondateur légendaire de l'école Chan et qui est devenue l'école Zen au Japon. Et Daruma est représenté donc au milieu des ustensiles de la cérémonie du thé, donc des bols, des louches de bambou, du fouet et des boîtes à thé. C'est tous ces ustensiles que vous voyez ici et les boîtes à thé qui sont au-dessus avec du thé. Un siècle plus tard encore, Philippe Franz von Siebold apparaît parfaire cette connaissance matérielle en exposant dans son ouvrage encore sur le Japon, un ouvrage qui est intitulé Nippon et qui est publié en 1832. Et lui, il publie, donc il montre en fait une collection et sa collection de pots à thé et de théières qu'il va présenter également dans un des premiers musées d'ethnographie européens. Donc, et pour finir cette brève présentation sur ce thé japonais, les Français, et sur l'espace du thé japonais, les Français seront les premiers à découvrir ce qui sera apparenté à un pavillon de thé lors de l'exposition universelle de Paris en 1867.
c'est donc ce pavillon que vous voyez dans lequel on servait du thé. Il y avait donc un maître de thé qui était là et qui servait du thé. Et les cercles japonistes du 19e siècle, retrouvons cette typologie architecturale dans les pavillons japonais. Alors les premiers pavillons japonais installés en Europe, donc celui de Kraft, qui était un producteur viticole dans la région de Reims, et dont la famille avait fait fortune en produisant du champagne, dans celui de la comtesse de Pressigny, aussi, qui a fait installer un pavillon japonais, donc a priori un pavillon de thé à Cannes, ou encore dans les maisons d'Albert Kahn, que vous connaissez peut-être à Boulogne-Billancourt, alors qu'on appelle des maisons, mais qui en fait sont plutôt des pièces réservées à la cérémonie du thé, elle aussi. Et dans ce jardin, il y a également donc un pavillon de thé qui sera installé vers 1896. La voie du thé était donc largement ouverte en Occident quand Okakura Kakuzo, c'est-à-dire un des premiers historiens de l'art japonais connus en Europe, publia en 1906 un livre intitulé The Book of Tea, le livre du thé, et un essai dans lequel il compare en fait les manières d'appréhender l'art en Occident et au Japon pour en exacerber les paradoxes. Alors, je vous raconte un petit peu ce livre, mais imaginez quelle dut être la stupeur des pairs occidentaux d'Okakura quand ils découvrirent que le nouveau conservateur du musée de Boston, il avait fait ses études au Japon, il connaissait très bien la culture occidentale, mais aussi la culture japonaise et chinoise. Il est devenu donc conservateur au musée de Boston, il fera toutes les collections asiatiques à Boston. Donc, imaginez donc la stupeur de leur père quand Okakura va écrire dans son livre, et finalement il va montrer dans son livre qu'il assimile, et ça c'est assez amusant, la période en histoire de l'art, donc toutes les périodisations, à une évolution des pratiques gustatives, pour ne pas dire de recettes de cuisine. Alors, je vous lis un passage comme ça de ce livre. Voici ce qu'écrit Okakura. Comme l'art, le thé a ses écoles et ses périodes. Son évolution peut se diviser en 3 étapes principales. Le thé bouilli, le thé battu et le thé infusé. Et les modernes appartiennent à la dernière école. Ces diverses méthodes d'apprécier le thé sont significatives de l'esprit des époques où elles ont prévalu. Donc voilà un petit peu l'assimilation qu'il fait entre l'histoire et la périodisation qui obsède un peu les historiens de l'art occidentaux et la classification des différents types d'écoles de thé. Et dans ce livre, imaginez l'inconfort des critiques d'architecture occidentaux aussi qui vont lire ce livre et dont Okakura soulignait le manque d'intérêt, voire le manque de curiosité envers l'architecture japonaise. Alors, voici ce qu'il écrit. Aux yeux des architectes européens, élevés dans les traditions de l'architecture de pierre et de briques, notre manière de bâtir avec du bois et du bambou peut paraître indigne d'être considérée comme une architecture. Et ça a été le premier regard, en fait, la première manière dont les Occidentaux ont compris ou n'ont pas compris la beauté de l'architecture japonaise. Ils ne l'assimilaient pas forcément à une architecture. Mais à l'époque, quand Okakura publie son livre, que pouvait répondre un historien de l'art occidental à un érudit de la trempe d'Okakura qui, fort d'une double culture, occidentale et japonaise, était l'un des seuls à pouvoir maîtriser des comparaisons entre des peintres comme Titien et Sesson, qui est un grand peintre japonais. Que faire d'autre que de s'interroger sur les dérives de l'histoire de l'art occidental quand il est dit qu'au Japon, la qualité de l'objet fini prévaut sur la renommée de l'artiste. Quand il est souligné qu'aux yeux des Japonais, le geste et l'instant de la création sont des valeurs artistiques plus significatives que l'œuvre accomplie. Okakura, dans son livre, finalement, choque l'Occident. Son livre va devenir un best-seller et son pari, finalement, le pari qu'il avait
lancé en écrivant ce livre et en publiant ce livre, eh bien, il est tenu parce que, en prenant l'Occident à son propre jeu de l'érudition, Okakura lui propose de s'ouvrir à d'autres valeurs et notamment à ce que l'on appellera dans les années 1950 le happening. Cette époque donc de la culture, cette épopée de la culture du thé sur près de 4 siècles est celle de l'invention et de l'affirmation d'une identité artistique, celle d'une culture de l'art vivant qui se fonde sur une spatialité spécifique. Et c'est de ce sujet, la spatialité de la culture du thé au Japon, dont nous allons parler maintenant si mes collègues sont en ligne. Ça, c'est un mystère. Ils ne sont pas en ligne. Ah bah oui, vous pouvez. Les citations que j'ai données, les dernières sont toutes tirées du livre d'Okakura, le livre du thé. S'il y a d'autres questions, en fait, je ne vous vois pas avec les lumières. Donc, Est-ce qu'il y a des questions ou pas ? Alors ça, c'est une hypothèse qui a souvent été avancée, qui a été avancée plusieurs fois depuis plusieurs années, notamment par, je crois que la première était Kiku Yamata, qui est un auteur du début du XXe siècle, et puis cette hypothèse a été reprise. Mais c'est vrai que la cérémonie du thé telle qu'on la voit aujourd'hui, et telle qu'on l'enseigne aujourd'hui dans les écoles de thé, elle ressemble à cette communion, et c'est quelque part, c'est un petit peu normal puisque c'est le moment aussi où la culture jésuite est extrêmement présente dans les hautes sphères, j'allais dire, du pouvoir japonais, et donc on peut imaginer qu'il y a eu des échanges entre la communauté jésuite, la communion, et puis tous ces, j'allais dire, ces dirigeants japonais qui pratiquaient la cérémonie du thé. Donc on peut voir une correspondance, il y a des hypothèses là-dessus, mais il n'y a rien de véritablement avéré. Oui. それはなかなか面白い体験だったので、これでなんか問題になったら一人で対処できないよなと思って。La duchesse de Pressigny, oui. On a une photo où on voit le pavillon recouvert de rosiers. Mais c'est tout. Et il a été détruit, il y a un immeuble qui a été construit dessus. Donc on sait exactement où il était construit, mais on n'a qu'une seule photo et on voit quasiment rien. Mais sur celui du Kraft, on a beaucoup de documents. Je peux vous montrer, voilà, celui du Kraft. On en parlera peut-être tout à l'heure. On va faire comme ça. Voilà, ça, ce sont 2 photographies prises à l'intérieur du pavillon du Kraft. Donc vous voyez des portes coulissantes qui sont très très décorées, donc là avec des cigognes. Et vous voyez que c'est aménagé pour la cérémonie du thé. Alors après, je parlerai peut-être cet après-midi, enfin c'était une des questions que je voulais aborder justement avec nos invités. Ce que vous voyez sur cette image, il y a donc, on voit ici 2 salles, une salle de 8 tatamis, une autre salle de 6 tatamis. Vous voyez ici donc 2 portes coulissantes, mais en fait il y en a 4 pour fermer la pièce. Et il y a tout autour une coursive
Ici, une autre porte coulissante, et vous voyez ces barreaux qui sont en diagonale, qui sont quelque chose de très étrange en fait dans l'architecture japonaise, qui sont, enfin quelque chose de très étrange, quelque chose d'assez rare. Et ces pavillons, on a longtemps cru que c'était finalement des copies de maisons japonaises ou quelque chose comme ça. Et en fait, on s'est aperçu récemment, parce que c'est un patrimoine qui n'existe plus non plus véritablement au Japon, que ces barres diagonales, elles sont typiques, ça fonctionne, elles sont typiques de la culture du thé infusé. Je crois que nos invités sont là. Nishida, vous m'entendez? Alors, le professeur Nishida est là, donc il va commencer sa présentation, je pense. Donc je peux commencer. Oui, je suis là, je vous entends. Konnichiwa. Allez-y. D'accord. Donc je vais m'exprimer en japonais. Donc on a perdu un peu du temps avec ces problèmes techniques. Donc je vais vous parler du chashitsu, des pièces de thé, de l'espace. Je ne sais si l'on peut parler à propos de chashitsu, littéralement la pièce pour le thé d'architecture, si l'on considère que seuls des édifices tels que la cathédrale Notre-Dame ou le château de Fontainebleau, bon, là par exemple il s'agit de cathédrale de Reims ou bien le château de Fontainebleau mérite d'être vu comme des monuments architecturaux, une simple chaumière qui n'est autre qu'une cabane faite seulement d'herbes de bois peut être considérée comme une œuvre architecturale. Cependant, c'est précisément le caractère non architectural des chashitsu qui permet de penser que le chashitsu est une autre forme d'architecture appartenant à la culture non occidentale, à l'opposé de ce qu'est l'architecture en Occident. Le chashitsu, c'est une construction ressemblant à une simple ferme, telle que nous pouvons voir dans notre vie quotidienne, simple, modeste, fragile, éphémère, aux antipodes de la monumentalité, sortant du quotidien, démultipliée par une apparence grandiose et inébranlable, somptueuse, qui a été sublimée telle qu'en architecture. C'est un petit peu comme une ferme. Et le chashitsu n'a rien de singulier ni d'exagéré dans son expression, ne cherche pas à mettre en avant une créativité particulière pour nous autres Japonais, même si cette pièce de thé est une pièce spéciale où le grand maître Rikyū a accueilli l'homme de pouvoir Hideyoshi, nous rappelle quelque chose de familier et son aménagement n'est en rien différent de celui d'une ferme ordinaire que l'on trouverait dans la mémoire d'un paysage originel. Les grands maîtres de thé du Wabizuki ont transfiguré les fermes ordinaires en espaces artistiques de premier plan, en veillant à ne rien changer de ce qui fait d'elles des fermes, tout en faisant partie des chashitsu. Les chashitsu qui ont poussé à l'extrême ce caractère de l'esthétique wabi, ce sont les pavillons de thé Sohan, initiés par Senno Rikyū. La tendance Wabizuki, qui a commencé à apparaître dans les salles de réception Zashiki, des maisons de style Shoin, donc les pièces de thé Chaya, qui sont de petites constructions indépendantes, rustiques, utilisées à l'intérieur des demeures en ville, et le wabi-cha dans un petit espace de Senno Rikyū, qui ne recourt pas aux ustensiles, tous des éléments unifiés dans le charme d'une ferme rurale ou d'une région montagneuse. C'est cela, le pavillon de thé Sohan. La forme la plus ancienne et pure qui subsiste de nos jours de ce type de pavillon de thé est le Myokian Taiyan, une pavillon de thé de 2 tatamis attribué à Rikyū, daté de 1581 environ. Dans le vaste monde de l'architecture des pavillons de thé, qui inclut ceux du style Shoin, il s'agit en un sens d'un pavillon de thé exceptionnel et spécial, mais l'on considère que le Taiyan est la forme ultime des pavillons de thé Wabizuki.
Lorsque l'on regarde le pavillon de thé Myokian Taiyan de l'extérieur, elle apparaît comme une modeste et petite cabane en torchis avec une toiture avec des bardeaux en plaques minières. Rien ne la distingue d'une grange rurale. Les murs en torchis sont spécifiques aux fermes. Le côté sud, où se trouve l'entrée, donc ce côté-ci, donc c'est la face sud. Donc le côté sud où se trouve l'entrée est doté d'un auvent au-dessus de la terre battue. Comme autre caractéristique de l'extérieur, on peut citer les Shitaji Mado. Donc il y a 5 fenêtres en tout, grandes et petites. Des fenêtres qui ne distinguent... Donc il s'agit de Renjimado en bambou plus ou moins grandes, en 5. Ce sont des fenêtres de ferme rurale, ne présentant rien de particulier. Le torchi est fait donc d'une ossature du mur, le shitaji fait de bambou et de roseaux enduits de terre. Le shitaji Mado est une fenêtre créée en laissant sur le mur torchi une partie non enduite de terre qui tient lieu de fenêtre. Pour cette raison, le shitaji, correspondant à l'ossature interne du mur des torchis, peut être perçu comme l'ouverture d'une fenêtre. Il s'agissait aussi de modestes fenêtres donc servant à éclairer les maisons du peuple, comme les fermes, depuis l'Antiquité Kodai, que les 4 côtés de minuscules pièces de 2 tatamis soient extrêmement clos, avec des murs de torchis de ferme. Donc, constitue la partie en premier originale du Taiyan lorsqu'on compare à d'autres édifices comme les temples ou les demeures des aristocrates. Cependant, la cérémonie de thé qui a lieu à l'intérieur n'a rien de rustique. Donc la cérémonie de thé, le thé donc, qui se déroule avec des ustensiles choisis, cérémonial rigoureux, formel, s'apparente plutôt à une pratique aristocratique. Toutefois, la cérémonie de thé, pour ce qui est du pavillon et du pavillon de thé, choisit les fermes d'allure rurale et de montagne comme forme d'expression et avec des raffinés et sophistiqués. Taiyan n'a pas de cursive extérieure. Donc, c'est les Engawa cursive extérieure, donc il n'y en a pas. Donc, au-dessus de Mabisashi, le banc au-dessus de la terre battue, il y a seulement le Fumiishi. Et donc, alors, il y a une entrée basse avec une porte en planche, Nijiriguchi, entrée de Kropuro. Donc, quand on entre par cette porte, donc c'est l'extérieur touche pratiquement le tatami. Et donc, normalement, Engawa, c'est un espace intermédiaire, n'existe pas. Donc, quand on entre par l'entrée de Cropeton, parce il faut baisser le dos, et donc on pose les mains sur le tatami, et donc il faut courber son corps, il faut se glisser pour entrer dans l'intérieur. Et donc, à l'intérieur, la pièce est composée simplement de 2 tatamis. Mais c'est tout petit, mais on a l'impression qu'on est dans une grotte énorme. Et c'est le moment où on entre par l'entrée de Cropeton, et c'est ce qu'on voit. Donc, d'abord, on voit d'abord le Tokobashira, le poteau de l'alcôve, et à droite, c'est le mur en torchis, la fenêtre, et à gauche, mais on ne voit pas très bien sur la photo, mais c'est donc le cloison shoji, en papier blanc, c'est là. Et donc, normalement, donc, sur la courbe, donc c'est aux 2 coins de la courbe, normalement, il y a on voit des poteaux verticaux. Mais ici, on ne voit pas des poteaux. Le côté mur, donc à gauche, et côté, et ça aussi, donc c'est en mur en torchis. Donc, c'est-à-dire, il y a donc c'est la différence entre l'extérieur et l'intérieur et devient vraiment ambigu. Donc, il n'y a que 2 tatamis, c'est minuscule, mais on a l'impression que c'est un espace énorme, comme une grotte. Et donc le poteau est caché complètement par le torchis. C'est une méthode qu'on voit très souvent dans les fermes. Et donc quand on ferme l'entrée de Cropeton, parce que c'est fait par une porte en bois, ça devient tout noir. Donc la lumière ne passe pas. Et les shoji donc leur shoji équipé de papier blanc, et donc la lumière extérieure entre
donc là, tout d'un coup, là, ça devient une lumière faible. Donc, tout d'un coup, il y a un espace tout noir. Donc, en fait, comme c'est sombre, on n'a pas l'impression que donc le mur est en torchis, on a l'impression d'être dans une ferme et on sent vraiment la nostalgie. Et c'est vraiment ce geste de passer sur l'entrée de Courton et aussi l'étroitesse de cet espace. Et donc, ça ne permet pas de faire de moindres mouvements. Par exemple, devant l'alcôve, et donc l'invité normalement assis à côté de l'alcôve, au dos et à gauche, c'est-à-dire à gauche, il y a des fenêtres Lenji-Mamu, donc il y a des lumière faible, et là, donc il y a des murs rustiques, et à côté, donc il y a des fusuma, donc il y a des cloisons coulissantes. Mais comme c'est tout petit, l'espace est tout petit, donc on a sur le moindre mouvement, on se sent comme si ça passe dans les mains, donc dans ses propres mains. Donc c'est un tout petit espace limité, l'invité est assis. Et l'événement commence, la cérémonie commence, et tout d'un coup, donc, il y a l'odeur, l'arôme de thé se dégage dès qu'on commence à préparer le thé, et l'odeur remplit vraiment l'espace, et on dit souvent que c'est le moment culminant de l'événement. Et donc, à l'intérieur de la pièce de thé, donc, il y a que 2 tatamis, et l'hôte est assis. Donc, en fait, sur 3 murs, par rapport à 3 murs, il est complètement différent. Donc, le mur à côté duquel l'hôte est assis, c'est un mur où il n'y a pas de fenêtre. Donc, il est assis le dos au fusuma. Et donc, ce pan de mur est complètement différent. Et le plafond au-dessus de l'invité et l'hôte est un plafond plat en forme de la lettre L qui encadre les 2 côtés de la pierre dans une minuscule pièce de 2 tatamis grâce à cette composition. Et l'endroit où se trouve l'hôte, vu de l'invité, se détache en relief la signification de l'emplacement de tatami de l'hôte et celui de l'invité est suggéré même par l'architecture. L'invité s'assoit devant l'alcôve, s'assoit face à l'hôte, l'alcôve à sa droite. Traditionnellement, dans les pièces à tatami des constructions Shoin, l'espace devant le poteau de l'alcôve correspond à l'une des positions centrales de l'espace intérieur de la pièce. Dans la pièce à 2 tatamis du Taiyan, le poteau Tokobashira se trouve face à l'hôte et sur la droite de l'invité. Sur le plan, on relie l'hôte et l'invité dans le triangle dessiné par l'hôte, le poteau de l'alcôve et l'invité. Le poteau de l'alcôve revêt donc la signification de centre de l'espace de 2 tatamis. Lorsque l'on parcourt des yeux la pièce du sol au plafond, les deux faces du poteau sont montrées. Le poteau est le seul à s'élever en ligne droite. Le poteau de l'alcôve du Taiyan est un rondin de cyprès du Japon, sugi, tout en mettant en valeur sa forme naturelle. La face à l'endroit, donc le tsura, présente une face plate appelée tsura. Le tsura du poteau de l'alcôve de Taiyan s'étire juste en dessous de la traverse Toshigake, donc c'est assez rare. Il y a donc une face tsura jusqu'à une hauteur inconcevable. Habituellement, ce poteau est un axe qui relie le ciel à la terre et les soutiennent. Donc c'est donc le temps et l'espace. Et, contrairement à ce qui se fait habituellement, donc nous sommes sur la droite, il y a une photo donc du Tokobashira. Donc ce poteau de l'alcôve s'étire jusque donc dans le grenier, soutient des matériaux. Et là, donc on voit également un clou pour accrocher une lampe en papier. Donc c'est un axe symbolique et également donc un rôle pratique. Donc il y a un axe central symbolique important, donc un rondin naturel, c'est pratique et en même temps c'est également un axe central, c'est également une structure.
parce que c'est tout à fait rare. Donc le tokobashira, donc c'est en verre. Donc en réalité, il se prolonge dans le grenier et dans cet édifice tout petit. Donc il soutient les poutres. Donc il joue un rôle structurel également. Donc c'est vraiment il remplit plusieurs rôles, une signification variée. Et d'autre part, le tokugamachi, donc le seuil supérieur de l'alcôve Tokugashira est en bois de paulownia. C'est tout comme le poteau de l'alcôve, qui est un rondin. Et donc on le voit aussi au plafond, donc sous forme d'un trait rouge. Donc là, le tokobashira le soutient. Donc il y a l'horizontalité donc de la poutre au plafond, il y a le tokugamachi. Bon, finalement, tout cela, donc c'est en zigzag, une forme en zigzag dans cet espace-là. Nous sommes dans un espace de 2 tatamis, mais il y a cet espace géométrique. Donc c'est ce type de rôle que remplit le poteau de l'alcôve. Et lorsque il y a une cérémonie du thé, nous sommes dans un espace clos par rapport à l'extérieur. Et donc parfois, est un espace clos strictement isolé, l'ombre des arbres qui se dessine sur les shoji, la lumière de la pièce qui change en fonction des ombres mouvantes se superpose, un souvenir que l'on a gardé du jardin que l'on vient de traverser, la présence de la nature. S'il y a une fleur dans l'alcôve, la fleur unique du vase, donc précisément parce qu'il n'y en a qu'un, ravive cette image rémanente pour la rendre intense. Et s'il y avait des fenêtres, peut-être qu'on aurait eu envie de les ouvrir, mais là, il n'y en a pas. En fait, les fenêtres sont dans une position telle que même si on les ouvre, on ne voit rien de spécial. Et finalement, on peut se rappeler du jardin que l'on vient de traverser. Et les pièces de thé sont entourées de nature. Et finalement, il y a unité. Donc, Teiyoku Ichino, c'est un concept spécial, à savoir unité entre le pavillon de thé et la nature tout autour. C'est l'instant où nous prenons conscience de l'un des idéaux des pavillons de Tessoan, appelé Teiyoku Ichino, à savoir que le pavillon et le jardin font tous deux partie de la nature et ne font qu'un. Donc, je m'en tiendrai là. Je cède la parole à mon collègue, M. Nagasaki. Oui, donc alors maintenant, c'est moi-même, Monsieur Yagasaki. Et donc, après l'intervention de Monsieur Sato, je voudrais vous parler du jardin. Et donc, comme on vient d'entendre, l'espace de thé n'est pas composé de simplement l'architecture de pavillon de thé. Il y a toujours accompagné de jardin qui s'appelle le logis. Donc, le principe de thé
dans l'époque de Edo, donc il y a un livre qui s'appelle Nampo-roku. Il y a un passage. Pour la maison, il suffit d'un endroit où la pluie ne fuit pas. Pour le repas, il suffit de tout juste assez pour ne rien avoir faim. Il s'agit de l'enseignement du bouddhisme et des principes de la voie de thé. Chercher de l'eau et des bûches, bouillir de l'eau chaude, préparer du thé, faire offrande de thé à l'hôtel bouddhiste. On propose aux invités, on boire soi-même, mettre une fleur dans la vase et sentir de l'encens. Voilà donc le génie de thé. Donc l'environnement idéal qu'il faut chercher pour le thé, c'est la situation d'un ermite qui vit dans la montagne, pauvre, mais dans un esprit pur et épanoui, loin de la société profane. Donc c'est la vie d'un ermite. Voilà, donc un homme vit tout à fait comme cet ermite, tranquillement dans la montagne, dans une maison modeste. Voilà, donc c'est-à-dire c'est plutôt une ferme. Donc c'est le pavillon de thé reflète la forme d'une ferme. Donc un homme qui vit dans la montagne, un ami lui rend visite. L'homme prépare un repas avec des ingrédients qu'il trouve dans un bureau, puise de l'eau depuis, bouillit de l'eau chaude, prépare du thé, apprécie la gentillesse de l'ami qui a bien voulu lui rendre visite, fait offrande de thé à l'autel des ancêtres. Et donc, il dit son sentiment de remerciement et propose du thé à l'invité et boira du thé lui-même. Donc, ils font là, c'est une conversation pure, conversation de qualité sur des sujets loin de la société profane, sur des goûts ou des beaux-arts. Donc, c'est tout. C'est là. Donc, c'est là la voie de thé. Et donc, la volonté de créer un environnement où on puisse échanger sous cette façon et recevoir des amis dans la ville. Et voilà, donc, l'essence de Chanyu, c'est la culture de thé. Par conséquent, on a besoin d'un jardin équivalent d'un sentier de montagne avant d'arriver au pavillon de thé. C'est un jardin qui trace le chemin en partant de la société profane vers un espace hors la société. Il s'agit également d'un espace qui permet d'élever l'esprit pour pénétrer dans un monde épuré. Ce jardin s'appelle le logis. Actuellement, nous pouvons constater l'existence du roji au Japon, jardin qui accompagne le pavillon de thé au milieu du XVIe siècle. Au début, il s'agissait... Bon, voilà, donc c'est une reproduction d'un plan. Donc, juste avant d'arriver le pavillon de thé, il y a une partie de terre battue entourée des clôtures. Et donc, ce terrain devient un peu grand pour devenir un jardin de thé. Donc, les Senno-rikyu qui a installé donc au grand maître de thé, il a installé un bassin d'eau pour se purifier avant d'entrer dans la pièce de thé. Donc, c'est dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Des maîtres de thé, successeurs de Rikyu, ont amélioré la disposition du jardin en enlevant des clôtures et en agrandissant la taille du jardin, et qui pour devenir un logis. Donc, on a ajouté non seulement le bassin d'eau, Chozubachi, mais également un taureau, et lanterne de pierre et un tubishi pont de dalle. La forme du jardin roji est stabilisée. Le roji, le jardin, se trouve entre la société profane et l'espace pur qu'est la pièce de thé. Il divise ces deux espaces, quelle que soit la superficie. Vous pouvez trouver des rojis et des grandes tailles ou des petites tailles. Donc, la taille ne compte pas. Donc, c'était les types de jardins roji qui existaient à l'époque d'Edo. Donc, c'est un autre exemple de roji qui existe au Japon moderne. Et Senno-rikyu, donc, qui a donc mis en place cette cérémonie du play. Donc, on a parlé d'entrée à croupeton, donc rabaisser la hauteur donc des entrées ou du plafond. On a réalisé donc un espace de thé beaucoup plus rustique. Mais en fait, c'était pas simplement avec en rabaissant l'entrée.
Dans les architectures zashiki au Japon, il y a forcément donc cette coursive, le engawa. Après le Moyen Âge, furent créés des zashiki, donc aux pièces de réception recouvertes de tatami. Dans les résidences de shogun ou les pavés, il y avait forcément donc des coursives circulaires et on entrait dans les zashiki en passant par le engawa. Et dans l'époque moderne, désormais ce n'est plus simplement donc là le engawa, puis le zashiki, c'est un mécanisme pour montrer le rang de la personne qui est autorisée à s'y asseoir. Et il y a toutes sortes de engawa, il y a les hiloen et ochien, donc des engawa à bord large ou bien des bords descendants. Et une fois que l'on est à l'intérieur, normalement, donc tous les rangs sont équivalents. Tous les personnes dans cet espace-là sont égales. Par conséquent, donc Rikyū voulait supprimer cette coursive périphérique circulaire. Lorsque l'on regarde donc ces plans un peu petits, lorsque l'on organise une cérémonie de thé assez spacieuse, il y a des personnes de haut rang, puis du côté de engawa, donc ce sont les personnes qui les accompagnent, on a ce tableau. Donc finalement, le engawa, ce n'est pas simplement un lieu de passage, mais il montre clairement la différence de rang des personnes. Et donc Rikyū aussi, à ses débuts, avait créé des salles de thé auxquelles on accédait à partir des engawa, d'après donc ce qui se faisait communément au Japon pour les zashiki. Mais bientôt, donc Rikyū va tenter une réforme novatrice. On l'a vu précédemment. Nous sommes donc il s'agit 1584, un zashiki donc édifié qui a été édifié donc, cette année-là à Osaka. Et pour y entrer, on a supprimé le engawa. Et à la place, on a mis en place donc une petite entrée qui s'appelle kukuri kito. Alors, le verbe kukuru, ça veut dire se courber, s'abaisser, et qui va finalement être transformé en entrée à croupeton. En supprimant cette coursive circulaire, on s'éloigne de l'architecture commune au Japon et c'est un espace entièrement nouveau qui est créé. Donc précédemment, il y a eu des explications. Le taiyan, il s'agit donc de cette pièce de thé sur la droite. Actuellement, le taiyan donc, est dans la continuité d'un temple de type Shoin. Donc sur la gauche, donc, le bâtiment du temple de type Shoin, c'était une architecture tout à fait banale. Donc, au Japon, il y avait bel et bien l'existence du en. Il y avait le hiloen et ochien. Bien sûr, des différences entre les deux. Toutefois, par contre, le taiyan réalisé par Rikyū, le en disparaît et à travers l'entrée à croupeton, on entre directement dans la pièce de thé. Le en disparaît et désormais le jardin et la pièce de tatami sont directement reliés. Ceci, c'est totalement nouveau, ce lien qui n'existait pas dans l'architecture japonaise jusqu'à présent. Donc, la situation du en est sur la gauche. Pièce de thé réalisée par Rikyū sans cette coursive. Et à la place, donc, vous n'avez plus désormais, nous avons donc un sol en terre battue qui pénètre profondément sous l'auvent. Et c'est ce que l'on appelle donc l'auvent au-dessus d'une terre battue, de la terre battue. Et ce doma bisashi n'existait pas du tout dans l'architecture japonaise. C'est vraiment donc un espace spécifique à ce type de pièce de thé Sohan. Réaliser cette entrée à croupeton, avoir édifié donc ce poteau, ça c'est le travail
du charpentier. Et d'autre part, il y a le travail du jardinier. Il y a une zone de collaboration entre ces deux corps de métier qui est née et ce qui a permis de réaliser cet espace du Doma Bisashi au vent au-dessus de la terre battue. Cet espace sera appliqué non seulement aux pièces de thé, mais à l'architecture japonaise, donc dans son ensemble, et va se développer comme quelque chose de particulier à l'architecture japonaise. Par exemple, ici, il s'agit de la villa impériale de Katsura. Donc, ce n'est pas du tout une pièce de thé. Vous avez quelques pas dans le jardin. Vous avez les vasques, chozubachi, des lanternes de pierre, tolo. Et cette villa impériale de Katsura, donc sous cet auvent au-dessus de la terre battue. Et on entre ensuite dans l'édifice. Ou alors, dans cet exemple, il s'agit donc du chaya dans la villa de Katsura. Vous voyez, donc un Doma Bisashi également, un auvent au-dessus de la terre battue. Dans certains cas, il y a un N de petite taille, mais qui ne sert pas du tout à montrer la différence de rang des différents participants, mais simplement pour accueillir les visiteurs. Il s'agit simplement donc d'une étape à passer pour entrer à l'intérieur de l'édifice. Le jardin qui s'est développé comme quelque chose qui accompagne les pièces de thé a créé entre l'édifice architectural et le jardin une zone ambiguë entre l'extérieur et l'intérieur. Donc c'est un nouvel espace. Ce fut il y a eu aussi donc cette zone ambiguë Doma Bisashi. Ce fut l'élément déclencheur à l'origine du lien entre édifice et jardin, typiquement japonais. Je pense que j'ai utilisé le temps qui m'était imparti. J'ai terminé ma présentation. Bien, merci beaucoup, Yakazaki Sensei. Je sais, on doit arrêter. Voilà. Donc on ne va pas prendre les questions parce que avec le retard accumulé, il faut que nous libérions la salle pour aérer la salle. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je remercie nos interlocuteurs de leur patience.